Bien. Mais merci Françoise pour cette invitation pour parler de la styrosismologie qui va illustrer pour partie ce cours, pour partie simplement, surtout lorsque je parlerai de l'archéologie galactique, mais qui va aussi reprendre des éléments des premiers cours sur la physique stellaire. Je suis plutôt observateur, vous le verrez dans ma façon de présenter la styrosismologie. Mais avant tout, donc, nous sommes quand même un 8 janvier, à tous je vous souhaite une bonne année, et vu le thème, je vous souhaite une bonne année vibrante. Alors, on est intéressé, lorsqu'on étudie les étoiles, pour connaître leurs propriétés, luminosité, distance, composition de surface ou interne, masse, rayon. Et on aimerait savoir ce qu'il y a à l'intérieur, la structure interne, et souvent on aimerait avoir des informations sur leur âge. On a bien vu dans l'exposé de Françoise à l'instant que l'âge est un paramètre très important. Ça ne se mesure pas un âge, ça se déduit d'observations et de modèles, et c'est difficile à estimer. Vous prenez une étoile du champ, donner son âge précis, si elle n'est pas dans un système double, dans un amas, c'est très compliqué. Alors, luminosité et distance, on a tous en tête les résultats du satellite astrométrique Gaia de l'Agence spatiale européenne qui sont vraiment formidables. La spectrométrie, depuis longtemps, nous donne des abondances. Les systèmes doubles, les amas, nous indiquent facilement des masses et des rayons d'étoiles, mais pour vraiment creuser l'étoile et voir ce qu'on ne voit pas, c'est compliqué, et là, il faut la stérosismologie. La stérosismologie, c'est un bien grand mot, mais on a l'habitude de sonder un objet par les ondes. Une échographie, on voit ce que c'est et ça nous permet d'aller voir ce qu'on ne voit pas a priori au travers dans le ventre d'une femme enceinte. Si on s'intéresse à accrocher un portrait au mur, qu'est-ce qu'on fait? On toque. Là, je toque le pupitre, pas le mur, mais on sait très bien que le son que va donner un objet, un mur, va nous renseigner si c'est du béton, si c'est une cloison, et donc s'il faut utiliser un clou ou s'il faut une perceuse un peu performante. Bon, voilà, les vibrations d'un corps nous renseignent sur sa structure interne. Alors, on va justement faire vibrer les étoiles et on va s'intéresser à des mesures simples, masse et rayons, comment peut-on les obtenir, et on ira jusqu'à leur âge, mais pour ça, il faudra qu'on se mette d'accord sur ce à quoi ressemblent les oscillations stellaires et comment on peut comprendre l'information qu'elles nous donnent. On fera un bref passage par les missions spatiales Corot et Kepler qui ont abouti à plein de résultats depuis pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années simplement. Et on verra en quoi la stérosismologie est utile aujourd'hui, non seulement pour la physique stellaire évidemment, mais aussi pour la physique exoplanétaire ou l'archéologie galactique. J'aime bien commencer par quelque chose de très simple, le pendule pesant, hein, c'est pas compliqué. On fait osciller le pendule, je crois que c'est les élèves de seconde qui font ça, et ils se rendent compte que la masse du pendule ne compte pas, ce qui est important, ce qui veut dire que le phénomène par lui-même va tester un champ, et c'est pas le pendule qui compte. On va se rendre compte aussi que l'amplitude des oscillations dépend intimement de la longueur du fil, parce que plus le fil est court, plus c'est rapide. Bon, ça nous apprend quoi? Ce serait bien qu'on arrive à avoir un pendule qui soit de longueur grande comme le rayon d'une étoile. Et par la pensée, on peut le faire. Et on remplace donc le rayon de l'étoile ici, la longueur du pendule par le rayon de l'étoile. On va prendre le champ de gravité en surface, même si on sait très bien que la pesanteur varie énormément à l'intérieur d'une étoile, mais faisons comme si. Et donc, si on prend cette formule du pendule qui a fait souffrir et qui fait encore souffrir plein de lycéens, et qu'on l'applique à ce pendule qui a comme longueur le rayon de l'étoile, on trouve une période d'oscillation, tout simplement, qui en fait correspond pile poil à la période d'oscillation, à la durée qu'il faudrait pour traverser l'étoile si on était une onde. Je vous rappelle que le pendule, sa période ne dépend pas de la masse, ne dépend pas de l'objet. Bon, une onde, ça marche bien et l'analogie fonctionne. C'est amusant parce que cette période, c'est aussi la période de révolution qu'il faut pour faire le tour en orbite basse de cette étoile. Il fait un peu chaud qu'on passe à l'intérieur ou on passe en la surface, mais au moins, on se rend compte qu'on a, par le pendule, un temps qui est très important pour caractériser un corps qui
correspond à la racine carrée du cube de son rayon divisé par sa masse. On y reconnaît la masse divisée par le cube du rayon, c'est la densité, la masse volumique moyenne, c'est la densité moyenne de cet objet. Bon, si on arrive à mesurer des périodes, on aura sûrement une indication sur la masse volumique moyenne d'un objet. Prenons une analogie encore avec un objet courant, un tuyau d'orgue. Bon, les tuyaux d'orgue, usuellement, ne sont pas fermés. Ici, il est fermé, mais on sait très bien que dans un tuyau d'orgue, on va avoir des fondamentales et des harmoniques. Ici, deux périodes, deux fuseaux, deux périodes, une fréquence double, n fuseaux, une période multipliée par n. Bon, le tuyau d'orgue, on le courbe un peu, on le met à l'échelle d'une étoile, et puis on se rend compte que ça correspond tout à fait à ce qui peut se passer si on lance une onde. Sur Terre, ça s'appelle un tremblement de terre, et qu'on laisse cette onde se propager à l'intérieur de l'objet. Les fuseaux vont avoir une forme qui varie parce que le milieu est homogène, et plus on va profondément dans l'intérieur, que ce soit la Terre ou que ce soit une étoile, plus la vitesse de propagation est rapide. Et puis bon, là, on a un tuyau d'orgue courbé, mais la sismologie, ça va fonctionner de la même façon que les tuyaux d'orgue. On ouvre un bouquin de cours et on trouve ici, alors ici c'est le Soleil, on trouve ici c'est le Soleil qui est divisé ici en trois couches. Alors la région rouge, c'est le cœur où ont lieu les réactions nucléaires. La région orange, c'est l'enveloppe dans sa partie radiative, c'est-à-dire que l'énergie du cœur est transportée par les photons. Et dans la partie supérieure, qui devient plus froide et de opaque, l'énergie est transportée par convection. Que nous dit ce bouquin de cours? Il y a des petits festons qui correspondent à, ici, des modes de pression, prenons-les comme tels, des oscillations où la pression et la force de rappel pour obtenir ces festons qui ressemblent tout simplement à ce que je vous ai montré ici. Et dans la partie orange, on a des modes de gravité qui sont plus compliqués, où la force de rappel, cette fois-ci, n'est pas la pression, c'est la force d'Archimède. Bon, ces bouquins de cours, on va en voir les pages suivantes, mais on va d'abord s'intéresser à la façon dont on pourrait imaginer exciter des ondes dans ces étoiles. Comme je disais, dans les couches supérieures des étoiles et la plupart des étoiles de faible masse, dans les enveloppes supérieures, c'est la convection qui transporte l'énergie, et on la voit, sa convection, par la granulation en surface, où les grands rouleaux de convection qui extraient l'énergie du centre de l'étoile sont de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on se rapproche de la surface, et ça conduit au phénomène qu'on appelle la granulation, et dont on voit ici un petit film. Avec un événement un peu plus compliqué où intervient souvent le champ magnétique, on se rend compte qu'il y a eu une petite explosion ici, et c'est un peu comme si on avait jeté une pierre dans l'eau à la surface du Soleil, et on voit des rides ici qui ne sont pas des ondes de gravité comme les rides qu'on pourrait voir à la surface d'une mare dans laquelle on a jeté un eau. Ce sont les ondes sonores qui ont plongé et qui ressortent très rapidement, un peu comme sur Terre, un séisme correspond à voir à n'importe quel endroit une onde qui s'est propagée à l'intérieur de la Terre. Mais en tout cas, on a une source d'excitation, d'auto-excitation des étoiles par elles-mêmes à cause de la convection turbulente. Les cellules de convection sont très nombreuses. L'excitation est en fait très peu efficace. Ici, des mesures pour le Soleil, par le satellite SOHO opéré par l'Agence spatiale européenne et la NASA également. Qu'on les observe en vitesse ou qu'on les observe en photométrie, c'est-à-dire ici on mesure un effet Doppler, ici on mesure une variation photométrique, les amplitudes ne sont pas très fortes. Vous voyez les amplitudes ici des mètres par seconde. À la surface du Soleil, on est ici à 10 cm par seconde. 10 cm par seconde, quand par ailleurs il y a des mouvements convectifs ou turbulents qui sont de l'ordre du kilomètre par seconde. C'est très difficile d'observer ces oscillations et il faut des instruments très précis. Lorsqu'on les observe d'amplitude, l'unité ici, ppm, c'est partie par million. Ça correspond donc à des variations photométriques d'une partie par million.
ce qui veut dire que l'instrument doit être capable de distinguer 1 par rapport à 1 million. Là encore, il faut de la photométrie très précise. Le signal Doppler est bien plus propre que le signal photométrique, mais pour les étoiles, on est limité au signal photométrique. Ça permet d'observer plusieurs étoiles à la fois, on le verra un peu après. Ces spectres-ci, pour le Soleil, vous les voyez qui sont très beaux, bon, on va le regarder de plus près, très propres, et on a l'impression de voir une sorte de peigne de valeur. Ce sont les harmoniques que l'on a vues, ce sont les fuseaux qu'on avait à l'intérieur du tuyau d'orgue, avec une fréquence de répétition qu'on va appeler la grande séparation, delta nu, et puis on note le lieu du maximum de oscillation qui ne correspond pas nécessairement à un pic, mais qui est la valeur moyenne de la fréquence à laquelle on observe ce signal. C'est 3,1 millihertz pour le Soleil, 3,1 millihertz c'est 5 minutes. 5 minutes à peu près en période. On s'intéresse ici au Soleil vu comme une étoile, c'est-à-dire qu'on ne résout pas sa surface, on intègre tout le flux de l'étoile. Et lorsqu'on intègre tout le flux de l'étoile, on n'a accès qu'à des petits détails de surface, et ils sont exprimés ici par le degré qui apparaît dans cette expression-ci. Là, vous trouvez le peigne des valeurs que l'on mesure, hein, c'est très régulier, avec donc n le nombre de fuseaux qu'on a introduits, L le degré inférieur à 3 parce qu'on ne résout pas la surface de l'étoile, epsilon une petite constante dans laquelle on va mettre un peu tout ce qu'on ne comprend pas, et un deuxième ordre dans lequel on va mettre ce qu'on a vraiment à comprendre de l'étoile. Ici, cette animation vous montre l'oscillation d'un mode qui correspond à 1 degré 3, où vous avez ici aussi 1 degré 3, mais un ordre azimutal qui n'apparaît pas dans le spectre parce que la rotation est trop lente, mais donc la vibration est un peu plus compliquée. Donc on va s'intéresser à ce genre d'oscillation. On s'intéressera surtout au mode radio. Ce n'est pas compliqué, les modes radio, hein, c'est toutes les parties de l'étoile qui enflent en phase, ou au mode dipolaire, c'est-à-dire que quand un pôle enfle, l'autre désenfle, et inversement. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux harmoniques sphériques qui correspondent, les harmoniques sphériques qui décrivent un problème sphérique usuel, hein, quelle que soit la sphère. Donc on va s'intéresser au mode radio, au mode dipolaire, au mode quadrupolaire, et les modes octupolaires, on va très peu les considérer parce qu'on n'arrive pas à en extraire beaucoup d'informations au stade de connaissance où on en est. Alors qu'on voit ce spectre ici très régulier, on se dit c'est pas très marrant, on a une fréquence à mesurer, un écart en fréquence, ça n'est pas beaucoup. En fait, on construit des diagrammes échelle pour se servir de cette répétition pour en fait découper le spectre par intervalle de la fréquence de répétition, la grande séparation delta nu, et c'est le petit écart ici représente un abscisse de ce graphe qui est important. Et c'est les petits écarts ici en diagramme échelle où les signatures des différents degrés, ici quadrupolaire, radio, dipolaire, seraient totalement verticales. Ce sont ces écarts-là sur lesquels on va travailler pour extraire une information la plus fine et puis pour bien comprendre ce qu'a nous dire les vibrations d'une étoile. Mais travaillons d'abord sur les fréquences caractéristiques issues de ce diagramme, la fréquence de répétition d'un fuseau à l'autre et le lieu du maximum d'oscillation. En fait, la fréquence caractéristique, l'analogie du pendule pesant nous dit que ça nous donne une information de la densité stellaire moyenne, le rapport de la masse au volume. Et la fréquence du maximum d'oscillation, elle dépend de la convection en surface, et la convection en surface est dominée par la gravité. Et là, on se rend compte qu'on a deux observables, des grandeurs qu'on peut très bien mesurer, qui dépendent de la masse et du rayon, avec une information telle que l'on peut en fait inverser ces valeurs. Et si l'on connaît la température effective de l'étoile, eh bien, à partir de ces valeurs, le lieu du maximum d'oscillation et delta nu, la grande séparation, eh bien, on peut obtenir le rayon ou la masse de l'étoile. Ici, le tout est exprimé en unités solaires. On a comparé simplement les valeurs que l'on mesure pour une étoile aux valeurs que l'on mesure pour le Soleil. Et ces relations d'échelle marchent étonnamment bien. Elles sont très peu biaisées
et elles sont très justes, très peu biaisées, c'est-à-dire que les biais sont inférieurs à 10% et on les comprend très bien, et elles sont très justes, et on arrive aujourd'hui à des mesures aussi où la précision peut être largement meilleure que 10% et jusqu'au pourcent près. Et si on met un petit modèle par derrière, on améliore encore cette précision. Donc, sans trop se fatiguer, rien qu'avec 2 paramètres qui décrivent globalement le spectre d'oscillation, on se rend compte qu'on arrive à mesurer masse et rayon d'une étoile, et c'est vraiment une mesure, hein, c'est des données observables qui nous donnent directement ceci. On arrive à mesurer masse et rayon d'une étoile de façon tout à fait pertinente. Ça n'était pas attendu en fait lorsqu'on a commencé les études astérosismiques, et ça a été une grande surprise. Mais on va pouvoir faire beaucoup plus. Ces masses et rayons, on va les retrouver tout au long de l'exposé, et je vous indiquerai dans les diagrammes où elles jouent un rôle vraiment très important. Mais avant de le faire, voyons comment on va observer ces oscillations. Un collègue, François Bouchy, j'étais avec lui en 2003 au Chili, lui testait un spectromètre très précis, HARPS, qui est un des meilleurs chasseurs d'exoplanètes que l'on ait sur Terre, et il s'est amusé à regarder la série temporelle. Vous avez ici 1 heure de données sur certaines étoiles que l'on suppose osciller, et que l'on suppose osciller avec des niveaux parfaitement mesurables. Et dans la série temporelle, ici vous avez Procyon, Gamma Lep, d'autres étoiles, on voit de parfaites oscillations. Le rapport signal de bruit est très bon, et le seul problème, c'est qu'on est limité sur Terre. Avec HARPS, on ne peut regarder qu'un objet à la fois, et puis cette étoile, on la voit durant la nuit, et puis le jour, on n'a pas de données. L'alternance jour-nuit fait qu'on ne peut pas obtenir du sol par spectrométrie les observables nécessaires. Il nous faut observer beaucoup plus longtemps et continuellement, ce qui motive que la sismologie se fasse dans l'espace, parce qu'on ne peut pas la faire au sol. C'est en gros une règle d'or en astrophysique, c'est si on peut observer au sol, on le fait. Et quand on ne peut pas, l'espace s'impose. C'est le CNES qui a été précurseur pour une première mission, la mission CORO, dédiée à l'astérosismologie et à la recherche d'exoplanètes, lancée il y a 18 ans maintenant, oui, le temps passe, enfin non 17 ans, un petit miroir collecteur, une mission qui a duré 7 ans, qui ne pouvait observer qu'un champ de 1 degré par 1 degré dans un des 2 yeux, centre et anticentre dans la galaxie, parce que CORO étant lié à la Terre, il ne pouvait observer continuellement pendant 5 mois pour les long runs, ou 1 mois pour des short runs, parce que vous comprenez que 5 plus 1, ça fait 6, et ça fait une direction d'observation d'un côté de la Terre, d'un côté du ciel, et 6 mois de l'autre côté. Avec des étoiles de magnitude typique 6 à 12, qui a conduit au premier résultat, on en verra quelques-uns. Les Américains, souvent, la NASA copie souvent l'ESA, et s'est précipité pour faire le même genre de mission, aussi avec un objectif exoplanétaire, un télescope beaucoup plus gros, 3 fois plus gros, donc 10 fois plus lumineux, et une orbite bien plus avantageuse, une orbite détachée de la Terre, une orbite dérivante. Kepler a été laissé un peu plus loin que la Terre par rapport au Soleil, tournant en 370 jours et non pas une année, et n'étant pas du tout soumis à l'alternance, à la révolution autour de la Terre et à tous les aléas photométriques qu'il y a lorsqu'on survole des régions terrestres de jour ou de nuit, comme le faisait CORO. Durée de la mission 4 ans, plus court que CORO, mais observation continue 4 ans, et ça a été très précieux pour l'astérosismologie. Les étoiles pour lesquelles ces projets ont pu mener des observations astérosismiques dans le domaine qui m'intéresse, les oscillations de type solaire, sont essentiellement les étoiles qui sont ici, les étoiles les plus froides dans le diagramme H-R, partant depuis la séquence principale quasiment jusqu'au Mira, mais qui oscillent différemment, mais en passant par les géantes rouges et les étoiles à variation semi-régulière SRV. Je ne parlerai pas par la suite des oscillations qu'il y a dans la bande d'instabilité
c'est de la science qu'on peut faire parfaitement au sol, ni d'oscillations qui sont des étoiles plus massives ou beaucoup plus évoluées. Il y a déjà beaucoup à dire ici sur des oscillations de type solaire. De type solaire parce que comme pour le Soleil, excité par la convection turbulente et stochastiquement, c'est-à-dire au hasard, et apportant cette information avec des spectres très semblables à ce qu'on observe sur le Soleil, à des relations d'échelle près. Donc on va arpenter la branche des géantes, je dirais sûrement RGB pour Red Giant Branch, donc des étoiles qui ont épuisé leur hydrogène et qui deviennent géantes rouges parce qu'il faut bien qu'elles trouvent un moyen de garder leur équilibre, donc elles ont un cœur qui se contracte. On va visiter l'extrémité rouge froide de la branche horizontale des étoiles qui brûlent l'hélium. On va aussi explorer la branche asymptotique. Toutes ces étoiles oscillent et elles ont des choses à nous raconter. Quand je dis qu'elles oscillent, vous avez ici superposé sur un diagramme où on retrouve une fréquence qui, en fait, on pourrait noter nu-max, chacune des fréquences ici, en ordonnée. En abscisse, j'ai mis ici la densité spectrale de leur amplitude, et on s'aperçoit que, vous avez vu le spectre du Soleil, ici on a l'échelle log sur les deux axes, en fait, ce qui se passe pour le Soleil se reproduit pour une sous-géante, pour une géante au bas de la branche des géantes, pour une géante qui brûle l'hélium et pour des étoiles de plus en plus évoluées. Je vous disais que le rayon était une grandeur que la sismométrie apporte. Vous avez ici, sur l'axe des fréquences, une superposition dans l'autre sens de l'axe des rayons. Un rayon solaire, on est au niveau du Soleil, 10 rayons solaires, 10-12 rayons soleil au niveau de la branche horizontale, et on est capable, avec l'astérosismologie et les mesures de Kepler, à monter à peu près jusqu'à 160 rayons solaires. Les observations, dans le cas du Soleil, on est aussi à 10 à 1. Je vous disais, c'est l'ordre de la partie par million. La variation photométrique, c'est très faible. Ici, on est à 10 puissance 10 ppm carré, donc on est à la variation de flux relative de 10%. C'est autrement plus fort. Pour avoir une idée des fréquences, parce qu'on a quand même une belle échelle ici, 10 microhertz, grosso modo, c'est un jour en période, à 10% près. Donc 100 microhertz, c'est un dixième de jour, c'est 2,5 heures. 1 microhertz, c'est 10 jours. 0,1 microhertz, c'est 100 jours. Donc on a des périodes d'oscillation ici qui sont à 5 minutes pour le Soleil, qui sont de l'ordre de la journée pour ces étoiles-ci, de 10 jours, de 100 jours. Plus l'étoile est grosse, plus elle oscille lentement. C'est une loi de la physique bien connue. C'est admirable de voir que sur 10 ordres de grandeur, les propriétés des oscillations suivent des lois d'échelle que l'on étudie, je ne vais pas les développer, mais qui font que, en fait, l'énergie que l'on retrouve dans la granulation, c'est le fond, le bruit de fond que l'on voit partout, et le même à une échelle près, mais au bien la même physique, du Soleil jusqu'aux géantes les plus évoluées, et l'énergie également excitée par la convection, mais qui rentre en résonance et qui est donc correspond à un signal résonant, et la même aussi, entre ces pointillés ici pour le fond et là pour le maximum d'oscillation, on peut décrire sur une large gamme d'évolutions stellaires les oscillations. Une autre façon de voir ceci, et on retrouve la fréquence nu max en abscisse, delta nu en ordonnée, c'est de voir simplement en fait, ce qu'on pourrait appeler une séquence évolutive, sauf au sommet. Pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça une séquence évolutive? Parce que la relation d'échelle, alors on est en échelle log-log, donc cette relation de puissance qui fait que l'ordonnée varie comme l'abscisse à la puissance 3/4 est une droite. Cette relation d'échelle nous dit, si on revient aux fameuses relations d'échelle masse et rayon, que, en fait, nu max puissance 3/4, ça veut dire qu'on suit une étoile de masse donnée. Or, toutes les étoiles ici n'ont pas la même masse, mais elles ont une masse typiquement entre 0,8 et 2 masses solaires, donc elles sont sur des lignes qui sont très proches dans ce diagramme-ci.
Et sur la séquence principale, c'est un peu plus compliqué parce que les plus massifs et les moins massifs se comportent différemment, mais on ne s'éloigne pas trop de cette relation. Mais donc, on voit que la sismologie nous permet d'étudier des séquences évolutives d'étoiles, ce qui est un outil bien utile en physique stellaire. Mais on peut aller un peu plus loin que les paramètres globaux nu-max, delta nu qui décrivent le spectre. On peut s'intéresser, par exemple, au spectre en lui-même, et on va essayer d'en voir un peu les détails. J'ai introduit le diagramme échelle où on a découpé le spectre en autant de segments que l'on voit de fuseaux et que l'on voit d'harmoniques en fait dans le spectre. Et je suis désolé, mais je vous infligeais beaucoup de diagrammes échelle. On va commencer par celui que vous avez déjà vu, le Soleil. Donc on a toujours découpé le spectre comme on l'a fait. On a retranché, on a divisé la fréquence par la grande séparation. On retranche ce qu'il faut pour que le mode radio, ici en rouge, soit à peu près toujours à l'origine des abscisses. Et puis on retrouve les modes quadrupolaires ici, et les modes dipolaires là. Bien, quand on regarde d'autres étoiles plus évoluées, on se rend compte que les choses se compliquent. Une étoile qui est une sous-géante. Les modes radio sont là où on les attend, les modes quadrupolaires et l'égal 2 sont là où on les attend, mais les modes dipolaires, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout alignés sur une verticale à peu près. Et si on regarde une géante, c'est encore plus compliqué. Les modes radio et quadrupolaires se comportent bien comme on attend, et puis les modes dipolaires, c'est plus compliqué. Il n'y a pas que les ondes de pression qui expliquent ces modes. Il faut tenir compte d'une physique un peu plus compliquée, mais cette physique un peu plus compliquée est super intéressante parce que c'est elle qui va nous apporter la richesse de l'information des oscillations. Alors si on prend un modèle d'étoile, de géante, on est ici au centre, on est là à la surface, on se rend compte que l'onde excitée en surface, elle va plonger dans l'étoile, et c'est la pression qui joue le rôle de force de rappel, et donc là on en a une sonore. Et puis l'onde devrait normalement être réfractée et revenir vers la surface de l'étoile, mais en fait elle peut, via une zone de couplage, exciter des ondes dans le cœur radiatif, qui est très petit, et là, la force de rappel n'est plus la pression, c'est la poussée d'Archimède. Alors on va s'intéresser aux modes ici qui sont gouvernés par la poussée d'Archimède, les modes de gravité. Et en fait, depuis des travaux théoriques qui datent depuis longtemps, qui ont plus de 40 ans, on s'aperçoit que ces modes sont équidistants non pas en fréquence comme les ondes sonores, comme on a vu ces magnifiques peignes de valeurs, ils sont équidistants en période, avec toujours un indice, un nombre entier, ici avec un indice avec G pour rappeler que c'est un mode de gravité, qui est négatif pour le distinguer de l'ordre radial de pression, toujours une constante dans laquelle on met un peu les termes que l'on comprend moins bien, et une période caractéristique qui va nous donner le peigne des périodes de ces modes de gravité. Mais ici, ce n'est pas un mode de gravité pur que l'on a, c'est un mode mixte, qui est à la fois mode de pression, mode de gravité, on parle de mode mixte. Mais ces modes mixtes, ils sont vraiment très précieux pour nous, parce que, vu le couplage qui apparaît ici, ils extraient l'information du cœur des étoiles et ils la rapportent en surface. Donc en surface, on va pouvoir observer directement le cœur des étoiles. C'est un des gros intérêts de l'astérosismologie des étoiles évoluées, c'est arriver à voir très profondément au cœur des étoiles. Et puis ça marche. Là, je prends une belle géante rouge observée par Kepler, toujours le même diagramme échelle, toujours les modes radio ici proches de l'abscisse 0, les modes quadrupolaires ici, et vous voyez que les triplets de valeurs
parce qu'en plus, il y a la rotation qui fait qu'au lieu d'observer un mode mixte, on a un triplet de mode mixte qui est modulé par la rotation, mais donc on va mesurer la rotation, évidemment. Vous voyez que chaque triplet est interprété par un nombre qui est l'ordre radial mixte, ce qui veut dire qu'on est capable de trouver un modèle simple, ici paramétré, qui va nous permettre d'interpréter ce spectre et de savoir que ce n'est pas n'importe quel mode ici, c'est le mode d'ordre radial mixte moins 80, de bien l'identifier, de bien l'exploiter. Mais là encore, on va commencer par tirer l'information simple, et cette information simple, c'est l'information que donnent les paramètres globaux. Toujours la grande séparation selon laquelle on a construit ce diagramme. Ici, c'est la largeur d'échelle en abscisse, le lieu de l'oscillation maximale, mais on a accès maintenant aussi à la mesure de la taille du cœur radiatif parce que la période d'un triplet à un autre, c'est cette séparation période delta pi, et on a aussi accès à la rotation. Alors on va revoir dans un premier temps l'évolution stellaire d'une étoile comme le Soleil simplement par ses paramètres sismiques. Pour ce faire, on va construire ce genre de diagramme, et là je vais passer un peu de temps dessus, mais on va l'analyser bien en détail, dans lequel on a en ordonnée la fréquence caractéristique, la grande séparation, qui nous traduit les propriétés de la densité moyenne, on va dire les propriétés de l'enveloppe de l'étoile. Et en ordonnée, on a delta pi, indice 1 passé pour les modes dipolaires, qui nous traduit les propriétés du cœur de l'étoile, du cœur radiatif. Donc, on va pouvoir étudier dans ce diagramme et comparer pour une géante qui est une immense enveloppe autour d'un petit noyau, on va pouvoir comparer les propriétés de l'enveloppe et du cœur. On se sert à fond de l'observable sismique, avec ici, toujours en ordonnée, un équivalent en rayon, avec donc des sous-géantes ici qui ont un rayon de 2 rayons solaires, et puis le rayon croît, donc l'évolution a lieu de la droite vers la gauche. Voilà, ici on a 10 rayons solaires, 12 rayons solaires pour ici ce qu'on va interpréter comme le Red-Clump, 15 rayons solaires. Malheureusement, on ne peut pas aller au-delà avec les modes mixtes, et on aimerait avoir de l'information pour les étoiles plus évoluées. On a vu dans un diagramme précédent des rayons jusqu'à 150 rayons solaires. Là, on n'a pas l'observable en delta pi pour ces étoiles-là, on ne peut donc pas les représenter. Mais donc, ce qui est important ici, c'est de se dire, OK, pour ces étoiles, on va comparer propriétés de l'enveloppe et du cœur. Et un article d'importance a été déjà donné, est paru en 2011, donc il y a 13 ans, qui a simplement dit, mais regardez, il y a ici 2 groupes d'étoiles. Ces étoiles-là, on va les identifier, on va en parler plus en détail, comme des étoiles qui brûlent l'hydrogène en couche, qui ont épuisé l'hydrogène du cœur et qui donc montent la branche des géantes. Celles-ci brûlent l'hélium du cœur. Dans un diagramme HR, classique, on ne peut pas les distinguer. C'est très difficile. C'est possible si on est dans un amas d'étoiles, mais pour une étoile du champ, c'est impossible. Là, avec la sismologie, c'est très facile de dire, bah oui, si on a une petite valeur de ce paramètre-ci, c'est une étoile qui est en train de monter la branche des géantes. Si on a un grand paramètre, c'est une étoile qui a déjà commencé la fusion de l'hélium. Mais regardons en détail donc ces propriétés et faisons un zoom. Alors on commence par le début de l'évolution. Je disais que je suis une étoile analogue au Soleil. Dans le Soleil, son diagramme échelle était bien propre, il n'y a pas de mode mixte, donc on ne peut pas la voir, mais dès que le Soleil quittera la branche, la branche principale, la séquence principale, et va aborder le stade de sous-géant, c'est-à-dire que dès que l'hydrogène au cœur du Soleil sera épuisé, il pourra rentrer dans ce diagramme. Bon, alors dès que, d'accord, il faut attendre 5 milliards d'années, on est un peu plus pressé, on va faire ça dans les 20 minutes qui restent.
Bon, on s'aperçoit, l'évolution allant du haut à droite vers le bas à gauche, donc les rayons croissants, que toutes ces sous-géantes commencent à converger vers un même point, indépendamment de leur masse. Mais ça veut dire qu'à ce stade de sous-géante, elles ont encore des propriétés relatives du cœur par rapport à l'enveloppe ou de l'enveloppe par rapport au cœur qui dépendent de leur masse. Elles ont une physique qui n'est donc pas encore totalement simple. Mais dès qu'on aborde la branche des géantes, on s'aperçoit qu'on retrouve en sismologie ce que nous a appris la théorie de l'évolution stellaire. Une géante a son cœur qui se contracte et qui se réchauffe parce qu'il faut bien assurer une source d'énergie pour pallier l'absence de la fusion de l'hydrogène, qui ne peut plus fusionner, il n'y en a plus au cœur. Donc le cœur se contracte visuellement et s'échauffe. Autour du cœur, il reste un peu d'hydrogène. Lui brûle, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène qui brûle en couche. Plus le cœur est chaud, plus cet hydrogène va être chaud, qui brûle en couche, et donc plus il va produire d'énergie. Or, le cœur ne peut que s'effondrer parce qu'il faut bien assurer la stabilité de l'étoile. Si on éteint le cœur, l'étoile s'effondre parce que ça pèse lourd au-dessus et il faut bien que ça résiste en dessous, à l'intérieur. Donc, un cœur qui s'effondre de plus en plus chaud va induire une production d'énergie d'hydrogène autour du cœur de plus en plus forte, et l'enveloppe convective, elle doit évacuer cette énergie. Et s'il y a plus d'énergie à évacuer, il faut que l'enveloppe soit d'autant plus grande parce que la façon dont l'efficacité de la convection est bloquée. On ne peut pas évacuer des millions de degrés sur des courtes distances. Donc, au fur et à mesure que le cœur s'effondre, et c'est ce paramètre-ci qui diminue, ce paramètre delta nu croît, et donc ça veut dire que l'enveloppe s'étend, et on le voit bien ici par le rayon. On a donc ici la physique des géantes, un cœur qui s'effondre et une enveloppe qui s'étend, et l'effet miroir qui vient du fait que c'est la production d'énergie de la couche d'hydrogène en fusion autour du cœur qui règle la cadence. Et quasiment quelle que soit la masse, il n'y a que les étoiles un peu plus massives. La masse est indiquée ici en couleur, et vous voyez que les points ici où ça apparaît bien, et même mieux sur votre écran que sur le mien, les points bleus sont quasiment tous sur la même ligne. Les points verts s'en distinguent un peu. Les points verts en dessous, on pourrait en parler, mais en fait, Françoise en a parlé tout à l'heure, on a des blue stragglers ici que l'on identifie, mais je ne vais pas les développer. On a une physique ici la physique de l'évolution stellaire des géantes qui est bien expliquée. Alors ces géantes, après, elles continuent leur chemin, mais on ne les voit pas parce qu'on n'a pas accès à la mesure delta pi 1 pour ces étoiles-ci. Et puis elles montent, et lorsque le rayon atteint à peu près 200 rayons solaires, le cœur est tellement chaud que l'hélium se met à fusionner. Et l'hélium se mettant à fusionner, pof, toutes les étoiles de faible masse apparaissent quasiment au même endroit, avec une très faible dépendance en masse. On est sur la branche horizontale, l'équivalent de la séquence principale, mais ça n'est plus l'hydrogène qui fusionne, c'est l'hélium. Et ces étoiles sont très semblables, quelle que soit leur masse inférieure à 1,8 masse solaire, sont très semblables parce qu'en fait, la dégénérescence de ces étoiles est extrême. Par effet miroir, on sait que leur enveloppe et leur cœur se comportent de façon totalement couplée, et en plus, elles ont démarré la fusion de l'hélium dans les mêmes conditions fixées par la physique. La physique qui dit que le cœur est dégénéré. Dégénéré, ça veut dire que c'est tellement tassé que c'est la microphysique d'un gaz d'électrons et de protons dégénérés qui règne. Et donc, personne ne dit grumeaux en français, on parle tous de clump et de red clump parce que ce sont des géantes rouges. Ce clump que l'on voit dans le diagramme HR, on le retrouve ici
en sismologie. Les étoiles de masse supérieure à 1,8 fois la masse du Soleil ont démarré la fusion de l'hélium dans des conditions non dégénérées. Comme elles sont non dégénérées, la masse de l'enveloppe va un peu jouer sur les paramètres, les deux paramètres ici du diagramme. Et donc, en fonction de la masse, elles occupent une région un peu plus grande. La durée de vie de ces étoiles sur la branche horizontale est inférieure au milliard d'années pour une étoile comme le Soleil, plutôt de l'ordre de 100 millions d'années, et même un peu plus court pour une étoile qui va être à 2,2, 2,3 masses solaires. Elles vont vite évoluer, et on voit ces étoiles aussi qui ont épuisé leur hélium au centre, et là, bis repetita, il n'y a plus de fusion au centre. Dans les couches, dans la première couche autour d'un noyau de carbone et d'oxygène et d'azote, il y a de l'hélium qui brûle. Au-dessus, il y a de l'hydrogène qui brûle, mais le cœur, plus rien ne le retient. Donc, pour assurer son équilibre, il se contracte. Et vous voyez que là, on a une fuite où les deux paramètres delta pi et delta nu diminuent. C'est l'équivalent ici, mais avec un cœur radiatif plus petit. C'est pour ça que le paramètre delta pi est plus grand. On a ici une évolution d'un cœur qui continue à se contracter, mais comme on a dépassé la branche horizontale, c'est maintenant la branche asymptotique qui démarre. Il y a dans ce diagramme quelques j'allais dire outliers en anglais, quelques exceptions. Alors, de deux choses l'une, ou bien l'observateur, ici c'est moi, a perdu des centaines d'heures de travail et travaillé comme un cochon, ou bien ces points-là, et croyez-moi, on les a vérifiés, nous disent, bah oui, il y a des étoiles qui ne suivent pas la règle d'ensemble. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une autre physique qu'il faut expliquer pour ces étoiles. Bah, faisons appel à la modélisation. Et que nous dit la modélisation? Hop. Excusez-moi, j'ai ma souris qui est bloquée ici, donc je suis... Voilà, là je change de page. Que nous dit la modélisation? Ben, la modélisation nous dit, bah, si, ça peut se comprendre. Avec les pointillés ici, c'est le modèle Star-Evol qui nous permet d'expliquer, avec un petit rebroussement ici, c'est le bump sur de la RGB, nous permet d'expliquer très bien donc l'évolution sur la branche des géantes quand l'étoile monte la RGB. Et puis apparaît le flash de l'hélium dont a parlé Françoise, qui, pour des conditions de physique nucléaire, ne peut pas... La fusion de l'hélium ne peut pas démarrer de façon unique et brutale parce que les neutrons emportent de l'énergie. Et donc, c'est un peu comme un moteur de voiture qui démarre mal. Il faut plusieurs coups pour que l'hélium se mette à fusionner, ce qui veut dire que le cœur passe par des tailles convectives radiatives, qui explique ici le caractère chaotique de ces courbes d'évolution. Ce n'est pas une erreur numérique du modèle, c'est vraiment qu'il y a des phases où voilà, l'hélium brûle plus ou moins dans cette étoile, et on se rend compte que ici, avant que s'établisse vraiment la fusion de l'hélium, on peut expliquer, et statistiquement le nombre d'étoiles que l'on observe ici correspond à peu près au temps caractéristique des différents phénomènes, on peut expliquer ces étoiles qui ne suivent pas la règle d'ensemble comme des étoiles qui sont en train d'arriver sur la branche des géantes. Le flash de l'hélium est très rapide. Les sous-flashs, c'est ainsi qu'on les appelle, sont un peu plus lents, mais s'il y a très peu d'étoiles, c'est que ça reste très rapide devant la durée de vie de ces étoiles dans la phase de brûlage de l'hélium. Pour que les modèles ici suivent les données, il faut déjà abandonner le modèle standard de l'évolution stellaire. Le modèle standard de l'évolution stellaire nous dit là où il y a de la convection,
Là où le gradient de température est plus grand ou plus petit que le gradient adiabatique, il y a transport d'énergie par convection, par radiation. En fait, c'est plus compliqué parce que lorsqu'il y a de la convection, ça veut dire que la matière se met en branle dans l'étoile et ce n'est pas un changement de transport d'énergie qui va interdire à la matière de plonger plus profondément que là où la physique microscopique devrait lui donner. Et il faut tenir compte dans ce modèle non standard du fait qu'il y a de l'overshoot, à savoir que la convection va plus profond que ce que dit la microphysique en termes de gradient, en termes de gradient thermique. Et il faut introduire ceci, ce qui complique singulièrement le modèle standard, pour expliquer les valeurs du clump. Pour la petite histoire, lorsqu'on a produit avec mes collègues ce diagramme-ci, il y a des théoriciens qui ont osé dire « Non mais attendez, vos observations ne collent pas avec ma théorie, elles sont fausses. » Bon, il a quand même fallu remettre la charrue derrière les bœufs devant la charrue, pour se dire « Bon, ben voilà, il faut améliorer les modèles théoriques, et ça marche mieux. » Alors je disais que le diagramme échelle nous montre que la rotation complique le spectre. Je ne vais pas travailler sur les multipliés rotationnels, je vais simplement prendre les mesures que nous donnent ces modes dipolaires qui extraient l'information de rotation du cœur. C'est la rotation du cœur qui est ici représentée en fonction du rayon de l'étoile. Dans une étoile qui évolue et qui a un cœur qui se ratatine, on s'attend que la rotation du cœur croisse, et croissent d'autant plus vite que le cœur est plus petit. Et on se rend compte que ces rotations du cœur, bah oui, elles croissent lorsque l'étoile est dans la phase des sous-géantes. Mais dès que l'étoile passe dans la phase des géantes, la rotation, en fait, est plutôt stable. On a l'impression aussi que les points diminuent, mais à l'époque où a été sorti ce diagramme, on avait moins de points de mesure. Et depuis 5-6 ans, on sait que vraiment la rotation ici, elle est stable. Et malgré la contraction du cœur, la rotation du cœur n'évolue plus. Elle est 100 fois plus lente qu'elle devrait l'être pour les étoiles évoluées s'il n'y avait pas de transformation cinétique. Donc, il faut imaginer un phénomène de transport, un phénomène qui transporte l'énergie cinétique, le moment cinétique, pardon, pas l'énergie cinétique, dans l'étoile, pour expliquer le fait que la rotation n'accélère pas au fur et à mesure que l'étoile se contracte. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on arrive dans la phase de brûlage de l'hélium, où la rotation est beaucoup plus lente, et où on se rend compte qu'en fait, ce phénomène de transport de moment cinétique doit être devenu très important parce que la rotation du cœur est totalement liée au rayon de l'étoile. On retrouve ce qu'on a vu précédemment, à savoir que l'étoile a une enveloppe et un cœur qui sont totalement liés, mais cela nécessite, dans les modèles de structure interne, d'introduire ces phénomènes de transport de moment cinétique, et on n'a pas de mécanisme actuellement, ou on a trop en fait. On a beaucoup trop pour expliquer cet échange du moment cinétique extrait du cœur et porté vers l'enveloppe. Et la balle est dans le camp des théoriciens pour comprendre ces phénomènes-ci. Une surprise de l'an passé a été de voir, dans un diagramme échelle qui est un peu différent de ce que je vous ai présenté, mais qui est en fait très semblable, a été de voir que certaines étoiles ont un spectre qui est tordu. Ici, c'est la courbure que l'on voit dans le spectre qui est en cause. On devrait avoir 3 branches pour les triplés d'un moment rotationnel de mode dipolaire. On a donc des complications du spectre qu'on ne peut interpréter que s'il y a un fort champ magnétique dans le cœur de l'étoile. On le suspecte, ce champ magnétique, mais on a du mal à le comprendre dans un cœur qui est essentiellement radiatif, dans lequel il n'y a pas d'effet dynamo possible, sauf un champ fossile
qui ne peut pas être créé par la dynamo inexistante dans le cœur radiatif de l'étoile, mais qui peut être un résidu, donc un champ fossile, de la dynamo qu'il y avait dans l'étoile, dans le cœur de l'étoile, lorsqu'elle était plus jeune, lorsqu'elle était sur la séquence principale. Et là, on retrouve un point très important de la sismologie, c'est qu'on peut mesurer à des stades évolués des choses qu'on ne mesure pas dans les étoiles comme le Soleil, et on ne les mesure pas parce qu'il n'y a pas ces modes mixtes dans le cas du Soleil pour extraire l'information. Donc ça a motivé un article dans Nature parce que ce champ magnétique, très important, d'une dizaine à plus de centaines de kilogauss, est intriguant. Là encore, on a des doutes, et les théoriciens ont à travailler pour expliquer la valeur de ces champs et leurs conditions d'apparition. Mais de grands progrès se font en physique stellaire, et là j'abandonne les géantes, qui est mon domaine d'étude préféré, je reviens à des étoiles de la séquence principale. Beaucoup moins de ces étoiles ont été observées, parce qu'en fait, elles sont moins lumineuses et elles sont plus difficiles à observer, et on commence à les modéliser individuellement. Alors on va oublier ici l'information qui apparaît en gris. L'information en noir tient compte de l'effet de surface, à savoir que non seulement la structure interne de l'étoile est bien modélisée, mais aussi une contribution d'une couche toute petite, qui sont les couches supérieures de l'enveloppe, mais qui est importante en termes de fréquence. Vous voyez un bon accord entre les valeurs et les modèles. Et on peut aujourd'hui, en ajustant la physique, mais pas en cherchant simplement le meilleur modèle qui va coïncider avec les observables, en travaillant avec un ensemble d'étoiles et en comprenant comment, pour telle étoile, on peut vraiment bien tenir compte des propriétés de la convection, des compositions chimiques de l'étoile, des effets de diffusion, de l'équation d'état et sous l'équation d'état dans le cœur nucléaire, bien modéliser l'atmosphère, on arrive à bien reproduire l'observable, les observables et donc les fréquences sismiques par les modèles. Le but, ce n'est pas simplement d'avoir des mesures précises, c'est aussi d'avoir des mesures justes. C'est-à-dire qu'on n'introduit pas de biais avec un modèle inapproprié. Et l'état de la connaissance permet aussi d'avoir des modèles ici, aujourd'hui, appropriés. Et on arrive ainsi à une grandeur très importante, et qui, je pense, est aujourd'hui le principal intérêt de la stérosismologie, qui est d'obtenir des âges. Alors, on ne les mesure pas, ces âges. On ne les mesure pas comme on mesure rayons et masse, parce que ce n'est pas l'âge de l'étoile qu'on mesure. On sort un âge qui est l'âge d'un modèle qui colle avec une étoile. Donc c'est une mesure très indirecte. Il ne vaut mieux pas dire mesure dans ces cas-là, parce que si le modèle est faux, l'information qu'on a sur l'âge est faux. Voilà, et bien l'étoile HD 52265, qui était une des plus belles étoiles observées par le satellite Corot du CNES, nous dit qu'elle a un âge entre 2,1 et 2,57 milliards d'années. Ce qui permet de connaître l'âge de la planète qui orbite autour de cette étoile. Et les exoplanétologistes sont aujourd'hui très intéressés par l'astérosismologie, parce qu'une planète, en moyenne, ça tourne autour d'une étoile, et si on peut caractériser sismiquement cette étoile, on a donc des informations qui aboutissent à l'âge de l'étoile, et donc à l'âge de la planète, ce qui est très précieux pour mieux comprendre les mesures, l'évolution planétaire. L'intérêt de ces âges est très clair lorsqu'on arrive en archéologie galactique. Donc il y a une heure, Françoise nous montrait combien c'est important d'avoir cette information sur l'âge pour distinguer disque épais, disque mince dans la galaxie. On a une observable pour le faire, qui est donc pour distinguer ces composantes. Et on le voit ici avec des mesures qui n'ont rien à voir avec la sismologie.
on va mesurer l'abondance du fer relativement à l'hydrogène par rapport au Soleil, évidemment. Et ici, un des éléments alpha, le magnésium, par rapport au fer. Et on distingue bien des populations du disque épais et du disque mince, dont c'est le contraire du disque. Je suis trop fatigué maintenant pour le voir, des deux disques, pour distinguer les populations stellaires. Mais là, on va avoir directement accès, avec des modèles stellaires et des mesures sismiques, à des âges, et on va donc renforcer ces mesures, sachant qu'on a quand même des nuages de points ici avec les observations non sismiques qui peuvent parfois ne pas se distinguer précisément l'un de l'autre. Et c'est ce qui a été fait par exemple par des collègues il y a 2 ans. Vous voyez que ici, si l'on prend la population la plus vieille, donc pour lequel l'abondance en fer est relativement faible. Donc le rapport Mg sur Fe est grand. Eh bien, la sismologie donne bien en effet des âges qui sont ici en abscisse plus forts que pour des populations des populations avec un rapport d'éléments alpha, donc Mg sur F est toujours différent. Et on distingue en plus ici ces populations plus jeunes en fonction de l'excentricité, et c'est comme ça que l'on peut retrouver l'histoire de la galaxie et montrer par exemple que l'événement important qui a modelé notre Voie lactée, qui est la chute de la galaxie naine satellite Gaïa-Encelade, est arrivé il y a fort longtemps, mais après qu'un certain nombre d'étoiles du disque épais, avec un rapport Mg sur Fe élevé, se soient déjà formés, et ça aide à contraindre vraiment l'histoire, donc l'archéologie de la galaxie. Le futur de la sismologie va se faire aussi sur les étoiles d'amas. Il y a des projets qui ont été déposés à l'Agence spatiale européenne pour ce faire, parce que la sismologie apparaît tellement précise que pour étalonner cette précision, on a envie d'aller vers des étoiles d'amas qui se caractérisent par des compositions assez semblables et des âges assez semblables. Le fait qu'il y ait une relation ici qui lie à l'âge se voit dans ce diagramme où la masse des étoiles et leur âge sont liés, parce qu'on étudie ici des étoiles, des géantes dans ces amas, et ces géantes ont un âge qui est tellement lié à leur masse que les identifier et mesurer leur masse, c'est avoir accès à leur âge. Et donc, ça permet de contraindre la physique stellaire en faisant coller des modèles où toutes les étoiles de l'amas sont bien modélisées avec leur âge commun et donc contraignent très fortement la physique que l'on met dans le modèle pour éviter une dispersion en âge qui ne serait indue dans un amas stellaire où toutes les étoiles doivent avoir le même âge, sauf celles qui ont eu un passé, mais elles sont rares, ont eu un passé mouvementé suite à des fusions d'étoiles. Je pense qu'il est temps que j'arrive à la conclusion, et j'y suis. Que retenir de l'astérosismologie? C'est une science très récente. Elle apporte des observations et des mesures très précises de masse et de rayon, avec un gain en précision d'un facteur facilement 10 pour une étoile du champ. Et surtout, et c'est ce qui est le plus utile actuellement, l'astérosismologie nourrit d'autres sciences, les exoplanètes, l'archéologie galactique, par des estimations via les modèles d'âge, et ça renforce du coup notre connaissance de tous les modèles que l'on peut appliquer pour observer les données, parce que ça fixe la variable temporelle, ce que ne font pas les autres observations. Je vous remercie.